Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. On va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nous. Frank, le dédomiseur. Salut mon Frank! Bon matin, Dom, Camille, les auditeurs. Hello! Salut! Notons encore une fois que nous sommes en territoire piéton non cédé. Oui. C'est bien important de faire la profession de foi en commençant. Oui, exact. C'est toujours important. Écoute, tu veux jaser de la réaction de nos médias, spécialement ici au Québec, depuis que Kamala Harris est devenue la candidate démocrate aux États-Unis? Oui, républicaine, ça, là, ça Ouais, non, vraiment été Vice plus drôle. President Trump. Je comprends que les deux partis sont un petit peu mêlés, pis sur certaines choses, ils viennent à se ressembler, là, mais non, pas à ce point-là. Oui, c'est ça. Ben, Joe Biden, il ne sait pas encore si elle se présente pour les républicains ou les démocrates. Je suis pas sûr qu'il est au courant, en effet. Il n'a pas l'air au courant. Écoute, par où commencer? Je pense qu'on a compris bien des choses en regardant la couverture médiatique des derniers jours depuis dimanche. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais il y a eu plus d'articles positifs sur Kamala Harris depuis dimanche qu'il y en a eu sur Pierre Poilievre depuis 2 ans. En effet. J'allais dire sur Trump depuis 8 ans, mais correct. Poilievre depuis 2 ans. Oh oui. Non, puis tu sais, c'est que ça devient, à un moment donné, c'est tellement grossier, c'est tellement too much que tu te dis, mais est-ce qu'il y a des gens qui se sont pas encore rendus compte qu'il y a un biais qui est là? Puis tu sais, moi, le biais dans les médias, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des journalistes ou des chroniqueurs qui sont de gauche ou très de gauche. C'est pas ça le point. Mais avouez-le. D'un, avouez-le. Et de deux, j'aimerais que pour chaque... tu sais, globalement, quand tu regardes le portrait global, je parle pas dans un média précis. Un média a le droit de pencher plus d'un bord de l'autre. Oui. Tu sais, t'as Fox aux États-Unis, CNN, MSNBC et autres. Mais j'aimerais que pour chaque fois qu'on entend, mettons, un Loïc Tassé, j'aimerais entendre un Stéphane Bureau qui va lui répondre. J'aimerais qu'il y ait une espèce d'équilibre. Tu sais, je le sais que ça peut pas être parfait. Je suis pas en train de dire que c'est une genre de parité gauche-droite avec 50-50 pour faire des tests. Mais tu sais, quelque chose d'un peu plus équilibré où j'aurais l'impression au minimum que, il y a quand même du positif qui est dit d'une manière, il y a du négatif qui est dit de l'autre, puis tu sais, ça a l'air un peu de s'équilibrer, parce que là, ça s'équilibre pas du tout. Tu sais, t'as nommé Stéphane Bureau tout à l'heure. Stéphane Bureau est vraiment vu dans plusieurs médias montréalais, surtout à Radcan, là, lorsque tu les écoutes. C'est vu quasiment comme le démon, là. Ça n'a pas de sens. Juste parce que, je suis persuadé que si demain matin, Stéphane Bureau a sa citoyenneté américaine puis qu'il a le droit de vote, là, je suis pas mal persuadé qu'il vote pas nécessairement républicain. Mais c'est juste qu'il y a le souci d'amener à un moment donné l'autre côté de la médaille. C'est juste ça, Stéphane Bureau. Ben, c'est ça. Tu sais, justement, la manière dont Stéphane Bureau est vu présentement en dit long sur le petit biais dont je parle depuis tantôt. Parce que c'est justement ça. C'est que normalement, il devrait être vu comme quelqu'un parmi tant d'autres. Tu sais, c'est un peu comme pendant la pandémie que tout le monde s'est mis à triper sur Thomas Gerbet. Qu'est-ce que ça nous a montré? Ça nous a montré qu'il y avait un problème. Pourquoi on tripe sur... Tout le monde parle d'un journaliste, parce que ça avait l'air d'être un des seuls qui faisait sa job. Les autres, ça ressemblait plus à genre, on vous répète dans un article la ligne de com qu'on a reçue un matin. Là. Exact. Le moindre effort. Puis si c'est pas ça, puis si vous vous sentez insulté parce que j'ai dit, Christy, posez-vous des questions, pourquoi je pense ça, puis pourquoi des milliers de personnes ont pensé ça. T'sais, fait que c'est un peu ça. Puis je trouve que ce qui devient encore plus grossier, c'est que tu t'aperçois que les grands principes qui nous sont toujours ressortis ont l'air de fonctionner, mais juste pour certaines personnes. En fait, précisément juste pour un certain côté de l'axe politique. Parce que là, évidemment, c'était très prévisible. On allait nous ressortir elle pourrait être la première femme de couleur présidente des États-Unis. Mon Dieu, que c'est extraordinaire, alors qu'elle n'est toujours pas nominée, by the way. Là, pas de convention, pas eu rien. On y reviendra à ça. Là. On rajoute toujours aussi d'origine asiatique. Là, c'est ça. Son titre est très long, là. Exact. Mais moi, je sais pas pour vous, mais je suis assez vieux pour me rappeler qu'il y a eu une course à la chefferie au Parti conservateur fédéral. Il y a une dame qui s'est présentée, elle s'appelait Leslyn Lewis, qui était une femme et qui était de couleur.
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé des articles nous disant que c'était donc bien extraordinaire que le Canada pourrait avoir sa prochaine première ministre femme noire et qu'on passerait à l'histoire. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais, mais C'est étrange. Hein? Mais c'est pas une bonne femme, ça. C'est parce qu'elle est de droite, puis pas en du plus, bon elle est bord. pro-vie. Ben oui. Ben, c'est ça. Mais non, mais vous comprenez un peu où je m'en vais avec ça. C'est que tous ces principes-là, en fait, tu dis, est-ce que c'est des vrais principes? Est-ce que c'est des vrais? Est-ce qu'on pense vraiment que c'est important de faire élire la première femme ou la première personne de couleur ou le premier homosexuel? Ah, tiens, non, allons sur homosexuel. Quand est-ce que vous avez vu des articles vous disant, hey, c'est incroyable, là, le Québec pourrait marquer l'histoire en élisant son premier ministre homosexuel avec Éric Duhem? Moi, j'ai jamais entendu Non, ça. en Nulle effet. part, j'ai jamais lu ça. Quand on a beaucoup parlé récemment des élections en France, est-ce que vous avez lu quelque part que les Français étaient peut-être sur le bord de donner leur vote à une femme qui brisait le plafond de verre avec Marine Le Pen? Non, ouais. c'est pas arrivé. Non, c'est drôle, hein? En Italie, est-ce que vous avez lu des articles vous disant que l'Italie venait de passer à l'histoire en élisant la première femme première ministre, Non, une femme non. qui brise le plafond de verre là avec Giorgia Meloni et que tu sais, elle a dû faire face à des attaques misogynes et sexiste, là, tu sais, devant lequel elle s'est dressée, elle a survécu à ça, c'est une battante, une gagnante. Non, on nous a dit qu'il y avait une espèce de folle d'extrême droite qui avait été élue en Italie. C'est ça. Dans ce temps-là, de nous dire que justement c'est une folle, puis que ben, tu sais, ils vont pas le dire de même. Bon, ça Mais- aime un demi-mot, là, tu sais. C'est ça. Mais ça, c'est pas de la misogynie, puis ça, c'est correct, parce que c'est pas des vraies c'est pas des bonnes femmes. Tu sais, Ben, c'est comme, écoute. à chaque fois qu'ils nous parlent de Margaret Thatcher, ils sont comme, oui, c'était une femme, là, mais, c'est ça, là. Ça les dégoûte un peu que, tant qu'à y être que ça a été une femme, que c'était elle. Ben, écoute, il y avait un article dans la presse, j'essaie de retrouver la date, je l'ai devant moi, 28 octobre 2022. Patrick Lagacé, qui écrit que la première ministre de l'Alberta est la reine des complotistes. Bon, c'est ça. Bon. Est-ce que ça, c'est des attaques sexistes Oui. et misogynes? Parce que moi, j'ai compris que quand on attaque une femme politicienne, c'est de la diffamation, misogyne, c'est de la haine, et que ça engage toutes les femmes. Oui, faudrait commencer à appliquer ça d'ailleurs. Faudrait vraiment commencer à appliquer ça de manière automatique à chaque fois qu'ils ont ce genre de commentaires-là envers une politicienne femme, c'est de la misogynie. Oui, donc Patrick Lagacé, misogyne. C'est réglé. C'est parce Il que haït moi, toutes les femmes. Toute la gang. Un peu ça. Tu sais, ben moi, je veux dire, moi, je pense que dans un vrai monde égalitaire, là, ça veut dire qu'une femme peut se faire critiquer autant qu'un homme, comme une personne de couleur, comme une personne de minorité sexuelle et autres. Visiblement, eux pensent pas ça, mais en fait, ils pensent ça. Si t'es de droite, si t'es de gauche, ben là, tu devrais avoir une genre de victim card qui te permet d'être à l'abri des critiques. Ça marche pas, là. Ça marche pas dans un monde normal, là. Tu sais, je veux dire, Kamala Harris, les gens ont le droit de la critiquer, surtout considérant la chaîne d'événements qu'on sait. C'est-à-dire que elle a contribué, comme les autres personnes autour de Joe Biden, à cacher l'état de santé du président, notamment sa santé mentale. Là. Qu'il continue Et à ça, cacher d'ailleurs. Qui continue à cacher d'ailleurs avec une annonce à la nation, tu sais, tout le monde a compris, c'était scripté avec un téléprompteur puis tout ça là, tu sais, Mais ça paraissait avec le monsieur Mais- lisait une feuille. là. Oui, mais toutes les annonces à la Ouais. nation, c'est le même. Ça, c'est correct, mais c'est qu'il a passé 11 minutes à dire rien. Ben c'est ça, mais tu sais, mais ce que je veux dire par ça paraît, c'est que ça, il y avait l'air livide, là, il y avait l'air absent. ouais. Là. Il lisait comme tu sais, comme tu pourrais donner une feuille à quelqu'un qui est encore endormi, tu gardes lis-moi Ouais. ce qui est écrit Ouais, là-dessus. puis qui a pas lu le texte avant, Pilote là. automatique, là. C'est ouais. ça. Ouais, pilote automatique total. Mais pourtant, c'est drôle parce que tu sais, là, on fait beaucoup de plats avec l'histoire de Kamala Harris pour être la première femme noire, etc. C'est drôle là, parce qu'il y a les deux principaux acteurs en ce moment qui ne la supportent pas. C'est dans un Barack Obama. Oui. Le qui est premier président lui-même noir. Le premier président noir. Fait que lui, visiblement, ça n'a pas l'air à l'impressionner fort que une candidate de couleur se présente.
Et l'autre affaire dont personne n'a l'air de parler, en tout cas dans les journaux du Québec, c'est la déclaration qu'a faite Black Lives Matter. Oui, hey, juste avant, par exemple, il faut que je note que Barack Obama est clairement misogyne. Oui. Oui, Ben, en c'est fait, ça. lui, il s'est Oui. dit, c'est moi qui l'ai pété le plafond de verre. Fait que c'est fini. Ouais, c'est ça. Il est misogyne puis il est probablement raciste. Il est peut-être aussi. même raciste, en effet. C'est ça. Wow. C'est ça qu'on comprend. Oui, c'est vrai, il est raciste envers le côté indien de Madame Harris. OK, Voilà. OK. Oui, OK, c'est voilà. ça. OK. Bon, fait qu'on on va réussir à se démêler. quand Oh, même. oui, c'est ça. Écoutez, la sortie qu'a faite il y a 2 jours, Black Lives Matter, passait un peu inaperçu dans les médias du Québec, mais a Je sais pas fait pourquoi, quand même... c'est ça, je sais pas pourquoi. Donc, Black Lives Matter, on le rappelle, là, cette organisation slash groupe qui a émergé suite à l'histoire de George Floyd et qui est très relié à Kamala Harris parce que, rappelez-vous, si vous faites des recherches un peu de presse, vous allez voir que lorsque Biden réfléchissait, son entourage lui disait qui pourrait être un bon candidat comme VP à l'époque. Vous pouvez trouver plusieurs articles qui disent qu'en gros, avec Black Lives Matter, ce serait bien qu'ils prennent un ou une colistier issu de cette communauté-là, tu sais, comme pour envoyer un message d'apaisement. Donc, la nomination de Kamala Harris à l'époque, parce que rappelez-vous qu'elle a été en fait laminée aux primaires démocrates qui ont amené Joe Biden à être le représentant la première fois. Là. Et en fait, c'était pas du tout sûr. Il aurait très bien pu Biden prendre Elizabeth Warren ou il aurait pu prendre Pete Buttigieg, il aurait pu prendre plein de monde. Oui. Il a décidé de prendre Kamala Harris, son équipe a décidé de prendre Kamala Harris pour envoyer un message fort dans le contexte du Black Lives Matter. Bon. Ça c'est la table est mise. À ce moment-là, c'était plus important de cocher la case personne noire que cocher la case personne gay avec Buttigieg. C'est ça. À ce moment-là, c'était plus préoccupant, ça. Peut-être qu'en 2024, ce serait autre chose avec tout ce qu'on connaît de la Pride puis des affaires entourant peut-être ça serait autre chose. Et là, Black Lives Matter, ils ont fait un statement, en fait, qui a roulé sur Twitter, mais quand tu vas voir le texte complet qui a été publié sur leur site, c'est quand même assez rough, là, ce qu'ils disent. Ils disent, en gros, qu'ils exigent maintenant que les démocrates organisent une vraie convention pour que les gens puissent voter. Parce que là, en ce moment, les gens ont pas pu voter. Il y en a eu une course à la primaire. Les gens ont pu choisir entre Biden, Phillips, puis un autre. Mais ce qu'ils disent, et ça, c'est un point que j'avais pas noté, mais je pense qu'il est important, que pas grand monde a noté. Ils disent, le Parti démocrate a refusé d'organiser des débats pendant les primaires, même si une grande majorité d'électeurs démocrates le souhaitaient. Ça l'aurait probablement permis à l'Amérique de voir le déclin de Biden dès 2023. Clair. Donc, en fait, en faisant une genre de primaire bidon où Biden s'est jamais présenté nulle part, il a fait quelques rassemblements et ils ont laissé Phillips puis les autres qui se présentaient s'obstinant entre eux autres, sachant très bien qu'ils allaient tout faire 2, 3, 4% et que Biden allait rafler la mise. Et là, il continue dans leur communiqué, ils disent « Les démocrates ont modifié le calendrier des primaires et créé des règles qui ont rendu presque impossible la présence de candidats non autorisés sur le bulletin de vote, libérant ainsi le terrain de tout challenger au président sortant. » Autrement dit, c'était impossible que ce ne soit pas Biden. Et là, la prochaine phrase est killer. Ils disent « Après les primaires, où des millions d'électeurs noirs ont donné leur avis, et après un débat décevant, les élites démocrates et les donateurs du parti ont intimidé Joe Biden et l'ont écarté de la course. Aujourd'hui, ces élites et ces donateurs tentent de manipuler les électeurs en désignant Kamala Harris et un vice-président inconnu comme nouveau candidat démocrate sans que le public ne vote pour les primaires. À la limite, je te dirais... Continue, quand tu vas mentir, je vais t'arrêter. Là. Jusqu'à maintenant, tout est vrai. Là. En fait, je te dirais que le statement m'a relativement surpris parce que c'est quand même assez factuel ce qui est écrit là-dedans. Puis, il y a pas... Ça dérape pas vraiment. Là. En gros, ils disent... c'est ça, ils disent faut qu'il y ait une vraie convention, faut que les gens puissent voter. Mais moi, tu sais qu'un parti survire un peu sur un dissent en disant ouais là on a un candidat qui est plus apte puis qui nomine son colistier puis qu'on fait ça un peu... je veux dire, c'est pas la première fois que des partis, tu sais, je veux dire, on a vu ça, là, c'est même arrivé au Québec, là. T'as un premier ministre qui démissionne, on y est remplacé par son
son ministre d'un tel qui devient premier ministre, les gens ont jamais voté pour ça. C'est sûr que ça pose un enjeu de démocratie. Oui. Mais le problème, selon moi, le vrai problème, puis c'est ce qu'ils disent dans le, il y a une phrase qui est killer un petit peu plus loin dans l'adresse où ils disent si on continue comme ça fera des démocrates, non pas le Parti démocrate, mais le parti des hypocrites. Et à quoi ils font référence? Ils font référence au fait que ce parti-là, encore hier, c'est ce que Biden a dit, ne font pas aucune annonce sans dire aux gens qu'ils vont sauver la démocratie, que la démocratie, c'est eux et que les autres sont des tyrans. Ben, excusez, là, mais si vous vous présentez comme étant les porte-étendards de la démocratie, la référence de la démocratie, vous devez minimalement désigner le successeur de Biden de manière démocratique. Absolument. Il faut qu'il y ait un vote quelque part. Ça ne peut pas être les gens ont déjà voté, fait que les délégués sont propriétaires du vote des gens qui ont déjà voté. Ça fait marche que pas. l'argument principal du discours d'hier, pour sauver la démocratie, je me retire, est contradictoire c'est à faux, l'os. c'est ça. Ben c'est ça, tu sais, pour sauver la démocratie, je vais rejeter le vote de ceux qui ont voté pour moi démocratiquement. Tu sais, il y a comme quelque chose là-dedans qui est... Marche pas. Mais tout ça, en fait, globalement, tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, tu sais, le débat catastrophique avec Biden, la tentative d'assassinat sur Trump, la vidéo de, tu sais, parce que là tout le monde dit, hey, Trump, là, il a l'air vraiment pas content, là, il est comme surpris de ce qui arrive. Rappelez-vous de la vidéo semi-stagée dans son carte de golf, où il dit au lendemain du débat, là, ce qu'on sait, c'est que Biden, il va s'en aller. Puis il va être remplacé par Kamala. Ça, c'est pas bonne, puis ça, c'est des jours et des jours avant que ça arrive. Oui. Est-ce qu'on va savoir à un moment donné que tout ça t'est confirmé depuis le soir du débat? Parce que là, comment ça que lui, il savait ça dans son cas? Tu veux dire, il a pu le prédire, supposer, le présumer, mais il a comme l'air de quelqu'un qui a de l'air pas mal au courant. Même quand, rappelez-vous, Trump a passé aussi dans l'émission de Tucker Carlson, il y a des mois de ça, un moment donné, ils parlent ensemble, ils disent, ouais, ça va peut-être être Kamala qui va se présenter. Puis t'avais Vivek Ramaswamy qui, dans la primaire républicaine, au début où les gens se présentaient contre Trump, il avait dit, très probablement, Joe Biden ne sera pas le candidat. À l'époque, on avait dit, hey, c'est un peu complotiste, là, ce qu'il raconte. Puis aujourd'hui, c'est là où on en est. Fait que, tu sais, c'est parce que le discours des républicains depuis longtemps, c'était que Joe Biden, il était plus sur le poste. Mais à chaque fois, les médias démocrates, le parti lui-même, le défendaient, puis disaient non, vous êtes complotistes de dire ça, il va très bien, puis vous faites du deepfake avec des images, puis vous sortez ça de leur contexte pour le faire paraître plus vieux, puis plus affecté qu'il l'est en réalité, jusqu'au débat. Là, quand est arrivé le débat, ça leur a pété d'en face. Et le pire, c'est que là, on est quelques semaines après, puis il essaie quasiment de nous rejouer la même toune que non, il va bien, correct. Puis les 6 prochains mois, c'est correct qu'il soit président. Puis il n'y a pas à se justifier sur sa santé. Puis là, c'est plus la raison pourquoi il quitte, là, c'est vraiment juste pour laisser la jeune génération, là. C'est pas parce que il a plus toute sa tête, là. Ben, c'est ça, c'est que là, dans le fond, ils font le grand pivot de la santé cognitive à l'âge. Ça, c'était très prévisible. C'est une stratégie de communication, à mon avis, qui est relativement efficace. C'est-à-dire qu'ils dévient le débat en nous disant c'est pas une question de santé, c'est une question d'âge. C'est pas pour rien que dans son annonce, là, dans son texte, on lui a fait dire qu'il s'en va pour laisser sa place à du 109, mais ça a jamais été une question d'âge, cette affaire-là, là. Ça a toujours été une question de confusion et de est-ce qu'il est capable en ce moment de faire ça, parce que il aurait très bien pu à l'âge qu'il est être en pleine forme puis ne pas baragouiner puis tout ça là. C'est, je veux dire, avez-vous vu quand Lucien Bouchard est passé au podcast de Legault là? Oui. Il y a 85 ans, Lucien Bouchard. Il y a peut-être 84 à ce moment-là. Là. Il est douette comme une barre. Puis je voterai pour lui demain matin. Son débit de parole est un peu plus lent. Il fait son âge, mais il est très lucide. Mais ça n'a rien à voir avec Biden. Rien à voir. Rien à voir. Puis savez-vous quoi? J'ai vu un truc libéral il y a pas si longtemps où Jean Chrétien est venu parler. Là. En effet. À 90 ans, Jean Chrétien, il est moins mêlé que Biden. C'est un vieux bonhomme qui a des réflexions de très loin. C'est ça. Jean Chrétien a des réflexions de vieux bonhomme sur une coupe d'affaires, mais il est tout là. Mais tu sais, je veux dire, je serais pas inquiet
Non. Je veux dire, même à 90 ans, je ne serais pas particulièrement inquiet si c'était notre premier ministre. Mais non, il est allumé, le gars, là. Il a pas l'air de... Tu sais, je veux dire, moi, il l'est plus que Trudeau, d'ailleurs. Ben, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, l'argument de l'âge là-dedans, je veux dire, c'est comme un piège de dire, là, tu tombes d'un genre d'âgisme. Mais l'argument de l'âge, je veux dire, tu peux avoir quelqu'un de 25 ans qui est complètement à l'ouest puis quelqu'un de 90 qui est sur le poste, là. C'est sûr que l'âge, un moment donné, finit par jouer contre toi puis te ralentit. Mais je pense que c'est comme une déviation du débat, ça, c'est comme une manière de récupérer en disant, ben, regarde, nous, là, on a fait preuve de bonne volonté, on a retiré le vieux monsieur, faites-le don vous aussi. Ouais. Il y a comme quelque chose, il y a de quoi qui est malhonnête là-dedans, là, parce que, tu sais, puis là, tu sais, t'as vu un peu ce qu'il essaie de raconter, là. Ah ouais, Trump aussi, là, il se mélange, là. Oh, oui, ça. Ouais. Ben, il se mélange. C'est parce que t'en as un qui fait des apparitions stagées dans des émissions où on sait les questions d'avance ou des petites conférences très courtes. Puis l'autre fait des rallyes où il parle sur un stage pendant 1h30 de temps. C'est ça. Qui parle pendant 1h30 de temps devant une foule puis il se trompe pas de nom, là? T'sais, ils ont même essayé maintenant de dire ça, c'était complètement ridicule. À un moment donné, il y avait un rallye dans lequel Trump parlait de Nikki Haley dans le temps qu'elle se présentait contre lui et il l'a appelée Nancy Pelosi. Mm-hmm. Et c'était volontaire. C'est un running gag. Vous comprenez? C'est comme une façon de dire que c'était Elle était comme Nancy Pelosi. Ben, c'est ça. Puis là, il y a eu des articles aux États-Unis disant « Hey, Trump s'en vient sénile aussi. » Là, il a confondu Nikki Haley et Nancy Pelosi. Non, je pense que là, faut revenir sur le plancher des vaches. Mais c'est ça, ils sont revenus à la stratégie d'il y a 1 mois et demi, de avant le débat, où il essayait de dire, arrêtez de dire que Biden, il est plus sur le poste, c'est n'importe quoi, vous êtes complotistes. Puis tant qu'à y être, justement, Trump aussi, il est pas tout là. Fait que c'est pareil, ça s'équivaut, tout est correct, arrêtez de questionner ce point-là. Est arrivé le débat, ça leur a pété d'en face. Puis là, il essaie de revenir, de refaire un 180 puis de revenir à le vieux discours pareil, là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, là, c'est sûr qu'en ce moment, la stratégie, c'était de créer un effet nouveauté. On débarque, on débranche le vieux monsieur, on met sa colistière qui est une candidate plus jeune. On sait que dans les médias, il va y avoir une couverture extrêmement positive. Là, ça crée un engouement. Puis éventuellement, bon, c'est ce qu'on commence à voir un peu, là, les premiers sondages. Ben, c'est comme half and half, là. On nous montre juste ceux où Harris est en avance. Hier, j'en ai vu un autre où Trump avait 3-4 points d'avance sur Harris, là. Fait que je veux dire, ça, c'est extrêmement difficile. Faut voir des tendances sur le plus long terme. Mais je pense qu'il essaie de créer un effet de nouveauté, un genre de lune de miel et là, il parie que ce truc-là va durer jusqu'en novembre. Il essaye. Ça, c'est un pari plus risqué. C'était prévisible, je pense, qu'il y ait une histoire d'amour ou une genre de lune de miel parce que bon, t'arrives avec quelque chose de nouveau, t'arrives avec un genre de suspense et surtout tu changes le narratif de place parce que rappelez-vous que il y a 1 semaine de ça encore, le narratif c'était hey, Trump nomme son colistier, il vient de survivre à un attentat, tout le focus était sur lui, là tout le focus c'est sur les démocrates et l'extraordinaire moment historique qu'on pourrait vivre avec l'élection de Kamala Harris. Mais là, est-ce que ça va durer? Ça va s'essouffler, selon moi. Ben, je pense que ça commence déjà. Oui. Moi, je pense que la balloune, elle va se dégonfler assez rapidement. Déjà, avec ce qu'on commence à voir, la sortie, ben, c'est pas, on sait pas exactement de qui ça vient, mais ça a été sorti par TVA, ça a été sorti par d'autres médias, que Barack Obama dit à porte close qu'elle peut pas gagner parce qu'elle est pas bonne. Le New York Post a été le premier, je pense, à rapporter ça. Puis aussi les histoires hier par rapport à Israël puis la Palestine, tu commences à revoir les cracks à l'intérieur du Parti démocrate. C'est un parti qui est divisé. C'est pas nouveau, là. C'est pas à cause de Kamala Harris, mais c'est un parti qui est divisé depuis quelques années et les divisions vont ressortir assez vite, là. Ben, c'est ça. C'est que c'est sûr que si t'es dans un pays de au-dessus de 300 millions de personnes puis t'as 2 formation politique pour représenter tout le monde. Forcément, tu vas avoir des scissions. On parle toujours de celle chez les républicains en disant il y a la droite religieuse, il y a les libertariens, il y a les gens qui sont plus du bord de Trump. Là, maintenant, t'as comme une nouvelle frange avec J.D. Vance qui est plus les républicains, je te dirais, travaillistes, là, d'une certaine manière. Là, les gens anciennement de gauche qui sont passés à droite parce que la gauche fait juste parler des minorités puis de sujets un peu bizarres comme l'écriture inclusive et autres. Là. Donc là, tu as des fractions qui sont très visibles, sauf que ça, on le savait.
Mais au sein du Parti démocrate, on dirait qu'on a toujours eu l'impression que c'était comme... On savait que t'avais Sanders dans son coin, mais c'était pas mal ça. Mais là, tu sais, l'histoire de la Palestine avec Israël, ça a vraiment fait... Hier, je sais pas si vous avez vu, là, mais les images de Netanyahou qui vient s'adresser aux États-Unis, puis t'as du monde qui font du brûle des drapeaux américains en face de tu sais, puis t'avais une madame, je me souviens plus c'est qui exactement, elle avait une petite pancarte dans ses mains pendant l'allocution de Netanyahou, puis c'était écrit War Criminal dessus, là. Ben, tu sais, c'est saucé pareil, là. Tu sais, en termes de relations internationales, tu te dis... C'est parce que, je veux dire, c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est un dirigeant d'un autre pays, tu entretiens des relations diplomatiques. Israël, t'es un allié historique des États-Unis et vice-versa. C'est un peu spécial pareil. Qu'est-ce qu'on dirait si le Biden ou Trump allait en Israël puis s'adresser au Knesset, puis t'avais des gens avec des pancartes écrites genre Biden War Criminal dessus, tu sais, je veux dire, ça créerait une crise diplomatique, c'est clair. Hein. Exact. Mais là, ça s'est passé quand même hier. Donc, non, ça achève déjà la lune de miel, sérieusement. Moi, j'ai vu ça aller. Puis c'est parce qu'en plus, là, ils ont essayé, d'après moi, ils ont monté, ils se sont tirés dans le pied là-dessus, là. Ils ont monté les attentes par rapport à Kamala Harris dans les derniers 48 heures pour toutes les gens qui la connaissent, mais pas vraiment, puis qui pensent être à voter démocrate. Puis là, plus le temps va passer, plus ils vont un peu déchanter par rapport à l'image angélique qu'on essaie de nous en faire. Ben, depuis le débat, la pression est extrêmement forte de toutes parts. Oui. C'est la performance, l'apparence, là, c'est le show de Kodak. Mais je vais préciser une chose encore. Ça se terminera pas avec 3-4% de différence en faveur d'un bord ou de l'autre. Là. Les élections américaines sont toujours très, très, très serrées. Si ça finit même par 2%, ça va quand même, ça serait le top d'après moi, là. Ben oui, puis tu sais, ça c'est un truc qu'on rappelle pas assez souvent. Ce qu'on voit, les chiffres qu'on nous montre là, c'est General Election, puis là, on voit 43, 42, 7 pour Kennedy et autres. Ouais. Les pourcentages veulent dire quelque chose, mais rappelez-vous que un petit peu comme au Canada, il y a un système de représentation avec des comtés. Même aux États-Unis, tu as des États où tu as un système de winner take all. Ça veut dire celui qui gagne ramasse tous les délégués. Tu as des places, c'est différent. Donc, ça veut dire que le vote, parce que ce qui est mesuré là-dedans, c'est le vote populaire. Mais le vote populaire est plus ou moins important. Il l'est. C'est sûr que quelqu'un fait 40, l'autre fait 10, c'est sûr qu'ils gagneront pas. Non, ça, c'est clair. Mais vous comprenez que ça pourrait très bien finir que 1 et 2, 3% en arrière de l'autre et ils remportent la mise pareil. Parce que l'important, c'est celui qui va avoir les swing states. C'est la Pennsylvanie, le Michigan. Quand Trump a été président, les démocrates ont passé 4 ans à dire « Ouais, mais il a pas gagné le vote populaire. » Oui, ça, c'était correct de le dire dans le temps. Kamala Harris, pour revenir à elle en conclusion, je pense que là, ils essaient de créer artificiellement un genre de Obama 2.0. Mais ça, là, tu peux pas faker ça, là. T'sais, Obama, qu'on l'aime ou pas, il y a quelque chose de grassroots qui a émergé de ça, là. T'sais, c'était une affaire qui originait du monde. Les gens l'aimaient pour vrai au départ. Il y avait vraiment eu un espoir autour de lui. Il y avait un charisme, il y avait une prestance. Il y avait le timing, justement, d'élire un premier président noir. J'ai dit tout à l'heure. Puis ça enlève pas les autres qualités que Barack Obama avait, mais c'était quand même encore une verte recrue en politique. Exactement. S'il y avait pas été noir, je pense il aurait pas été le candidat démocrate cette année-là. Ça veut pas dire qu'il l'aurait pas été plus tard parce qu'il y avait d'autres qualités, là. Mais je suis pas sûr qu'il aurait été là. D'ailleurs, à l'époque, Biden voulait se présenter aussi, Hillary Clinton aussi. C'est ça. Mais là, tout le monde s'est fait dire qu'il fallait qu'il attende son tour. Puis c'est correct, c'est ça qui s'est passé à l'époque. Mais je pense que là, c'est que ce qu'ils essayent de faire, c'est de dire, OK, on a une vice-présidente qui est une des plus impopulaires de l'histoire des vice-présidents. Ça, les sondages le montrent, là. T'sais, je veux dire, était même moins populaire que Mike Pence. Ouais. Faut quand même. Faut le faire. Quand même le faire, là, tu sais. Quand je dis populaire, c'est les sondages qui nous montrent, genre, son taux d'approbation, là. Elle a jamais pété le 40, là. Donc, elle était toujours dans les alentours de 35, 36. Ça joue dans ces eaux-là. Donc, on essaie de prendre une dame qui, nonobstant là, de ses qualités, son expérience, tout ça, n'est pas populaire, ne l'a jamais été, a toujours été vue. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait fini dernière dans la primaire, puis qu'elle avait dû se retirer puis appuyer Biden, parce qu'elle rivalisait pas du tout. Et on essaie de prendre cette dame-là et en 24 heures, de la transformer en Michelle Obama. Ouais, mais là, ça, c'est...
Puis tu sais, là, on a transféré les dons de campagne qu'il y a eu pour Biden, on les a mis au nom de Kamala Harris, puis on a dit, regardez, elle vient de ramasser 100 millions en 24 heures. Ouais. C'est des dons. Il y a eu un virement Interact. Ouais. Il y a eu un virement Interact, là. Faut arrêter un peu, là. Puis les dons se retenaient depuis une couple de semaines parce que les gens appuyaient plus Biden. Il y avait tout ça là, qui jouait là-dedans. Hey Frank, je te remercie énormément. Ça se peut qu'on en rejase éventuellement. D'ici novembre, je pense que ça risque de revenir souvent. Même si, je répète, il y a personne ici qui vote aux élections américaines en plus. Là. On va le subir qui gagne, peu importe c'est quel bord. Mais c'est excitant, c'est ça l'affaire. C'est que tu regardes notre politique ici, tu te dis, on sait ce qui se passe. On sait, tu sais, nos députés sont en vacances. On a hâte aux élections ici au Canada, c'est tout. C'est ça, on a hâte aux élections avec Trudeau, puis ça finit jamais par arriver. Puis là, tu regardes aux États-Unis, tu te dis, mon Dieu, une tentative de meurtre, démission, une candidate sur un coin de table. Quand est-ce qu'il sort le film, là? C'est ça, là, on est dans House of Cards beaucoup. Beaucoup. Hey, merci Frank, on s'en parle la semaine prochaine. Salut Frank. Salut. Ciao, bye bye.